Vous regardez toujours le monde à travers un cadre de référence. Et vous devez faire cela car vous êtes limité. Vous ne pouvez pas voir le monde en entier en même temps, et en fait, la partie du monde que vous voyez réellement est si petite, vous ne pourriez pas le croire. La partie centrale de votre vision se concentre toujours pour produire une représentation haute résolution d'exactement ce que vous regardez, mais en dehors de ce centre, comme si je vous regarde, je ne peux pas voir ses yeux. Je peux voir ses lunettes, mais à peine. Je ne peux même pas dire si c'est un homme ou une femme. La personne encore à côté, je ne peux plus rien voir du tout. Maintenant, vous ne remarquez pas cela, vous savez. Vous ne remarquez pas que vous êtes aussi aveugle parce que votre vision centrale est toujours en train de surgir pour illuminer cet espace minuscule, mais vous êtes si aveugle, c'est hallucinant. Et je suis sûr que certains d'entre vous ont vu la vidéo du gorille invisible, vous savez, où un gorille apparaît dans la vidéo et vous ne le remarquez pas, ce qui est un peu choquant parce que vous penseriez que vous remarqueriez un gorille. Mais ce qui se passe, c'est que vous ne remarquez pas quelque chose réellement, à moins que cela ne gêne ce que vous faites. Et parce que qu'est-ce que vous allez faire? Tout remarquer? Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez à peine remarquer quoi que ce soit. Donc ce que vous faites est que vous choisissez quelque chose sur lequel vous vous concentrez. C'est généralement quelque chose auquel vous attachez de la valeur, sinon pourquoi voudriez-vous vous concentrer dessus? Cela signifie donc que votre système de valeurs détermine la direction de votre perception. Bon sang, réfléchissez bien à cela pendant une minute. C'est une idée bouddhiste, n'est-ce pas? Les gens vivent dans une sorte d'illusion. Et parfois cette illusion est source de souffrance et ils peuvent donc transformer leur vision du monde et se libérer de leur souffrance. Mais l'idée que vous vivez dans une illusion, eh bien, je ne sais pas si c'est exactement une illusion, mais c'est certainement le cas que vous vivez dans un cadre de perception déterminé par vos valeurs. Maintenant, cela est si bizarre, vous savez, car nous ne pensons jamais au monde comme quelque chose qui se révèle à nous à travers nos valeurs. Mais en fait, bien sûr que c'est le cas, parce que vous regardez à ce que vous désirez. Vous visez ce que vous désirez. Et une fois que vous avez ciblé cela, le monde se présente à vous en tant que tel, et c'est exactement ainsi que la perception fonctionne. C'est pourquoi je l'ai représenté de cette façon. Vous êtes toujours quelque part, c'est le point A, c'est quelque part à un certain endroit dans un certain cadre de temps. Et vous avez toujours une idée de ce que vous voudriez qu'il se passe après. Vous savez, vous irez au prochain cours, peut-être que vous avez un plan après ce cours. Dans ce cours, vous avez un plan. Vous espérez apprendre quelque chose, je présume, et peut-être vous avez un objectif en ce qui concerne vos notes, et ceci est niché à l'intérieur de votre désir d'obtenir un diplôme, qui est imbriqué à l'intérieur de votre désir d'être éduqué, d'avoir une carrière et d'avoir une vie réussie. Alors, se concentrer sur moi, en ce moment, la raison pour laquelle vous le faites est que toutes ces valeurs existent en vous simultanément, concentrant votre attention. Et si vous vous concentrez sur moi et pas sur quelque chose d'autre, en supposant que vous tous, avec vos ordinateurs ouverts, ne surfez pas sur le web, ce que vous pourriez être en train de faire, mais en supposant que vous êtes concentré, peu importe ce sur quoi vous vous concentrez est dirigé sur ce à quoi vous attachez de la valeur, et une partie de cela peut être inconscient. En fait, une grande partie est inconsciente, parce que vous savez, il est très difficile pour vous de contrôler ce à quoi vous prêtez attention. Vous savez cela, c'est comme lorsque vous essayez d'étudier une sorte de document ennuyeux. Mon Dieu, votre attention va juste dans tous les sens. Peut-être que vous passerez plutôt l'aspirateur sous le lit au lieu de lire le document. Vous ne pouvez pas saisir cette chose qu'est votre attention, donc votre attention a une autonomie. Et c'est une autre idée de la psychanalyse parce que vous pensez que vous avez le contrôle. Vraiment? Avez-vous déjà essayé de vous dire quoi faire? Comment cela a-t-il marché pour vous? Je vais aller au gym 3 fois par semaine. Oui, mais bien sûr. Je vais arrêter de manger du sucre pendant un mois. Combien de temps cela dure? 15 minutes? Et ensuite vous mangez 3 barres de chocolat. Alors, vous êtes, et cela est l'idée centrale de Freud, je dirais, vous êtes un groupe autonome d'agents spirituels, disons de personnalités, et celles-ci ne s'entendent pas très bien. Et vous, l'ego, si l'on peut dire, n'en est pas nécessairement le chef. Et c'est une chose très étrange à comprendre, mais vous pouvez vraiment réaliser cela en remarquant le peu de contrôle que vous avez sur votre attention et votre concentration. Bon, alors, vous avez votre point A, vous allez au point B, vous faites toujours cela et vous habitez une structure de valeur. Et le point A et le point B peuvent changer, mais la structure elle-même ne change pas. Quand vous regardez le monde, ce que vous voyez ne sont pas des objets, ce que vous voyez sont des outils, et ceux-ci vous rendent heureux. Ce sont des choses qui facilitent votre progression vers votre but, et si vous voyez des obstacles, eh bien ce sont des choses qui vous rendent malheureux. Et donc quand vous rencontrez un obstacle, un des problèmes est aussi que
Vous n'arrivez pas à aller là où vous voulez aller, c'est un problème, mais l'autre problème, c'est que si vous rencontrez un obstacle, le cadre est peut-être erroné, car on ne sait jamais. Ce pourrait être juste un obstacle que vous pourriez détourner facilement, ou cela pourrait être une faille fatale dans votre plan tout entier, et donc les obstacles ont cette double nature, ils vous gênent, mais ils peuvent aussi totalement abattre votre plan, et ainsi générer de l'anxiété. Donc, mon point est, et il y a un livre appelé L'approche écologique de la perception visuelle, un livre super par Gibson, J.J. Gibson, si je me souviens bien. Et je pensais à cela il y a quelque temps, et j'ai réalisé que c'était une variante de sa théorie. Et ce qu'il croyait était que lorsque les gens regardent le monde, ils voient l'utilité en premier, puis l'objet en second. Donc, par exemple, pour Gibson, si vous êtes debout près d'une falaise, vous ne voyez pas une falaise et pensez ensuite au fait que vous pourriez tomber et vous vous sentez alors effrayé. Vous voyez d'abord un endroit où vous pourriez tomber. Et une partie de l'acte de voir est d'avoir peur de cela parce que vos yeux sont connectés directement à vos systèmes émotionnels. Et une partie de ce que vos yeux font est de vous dire ce qu'est l'objet. Mais vos yeux font toutes sortes de choses. Par exemple, ils vous préparent à l'action, ils vous préparent à saisir, ils vous préparent à l'émotion. Et rien de tout cela ne nécessite nécessairement l'existence de votre perception de l'objet. Donc il y a des gens qui sont comme aveugles. Mais si vous leur montrez, donc ils pensent qu'ils ne peuvent absolument rien voir, mais si vous leur présentez une image d'une personne en colère, ils montreront une réponse de conductance cutanée. Et c'est parce que les voies visuelles menant au complexe amygdalien, qui gère la plupart des traitements de reconnaissance émotionnelle du visage, peuvent encore être actifs. Ce sont des gens qui ont généralement eu un accident cérébral vasculaire, donc leurs yeux vont bien, mais cela a détruit leur cortex visuel. Donc, enfin bref, il est parfaitement plausible qu'au moins à un niveau d'analyse, lorsque vous regardez quelque chose, que vous voyez en premier son utilité. Donc, vous voyez une chaise et vous pourriez dire qu'une chaise est un objet, mais je ne dirais pas cela. Un pouf est une chaise et une souche d'arbre est une chaise, bien qu'ils ne partagent pas grand-chose en commun, sauf que vous pouvez vous asseoir dessus. Et ainsi, vous savez que la chaise est fondamentalement conceptualisée par son utilité fonctionnelle. Et quand vous regardez une chaise, ce que vous percevez, c'est son utilité fonctionnelle, et la chaise vous dit quoi faire. Elle vous dit « asseyez-vous sur moi » et ainsi. Et il y a des gens qui ont des dommages préfrontaux et ils se livrent à quelque chose qui s'appelle comportement d'utilisation. Et s'ils marchent dans le couloir et qu'il y a une porte ouverte, ils doivent quand même essayer de l'ouvrir et ils ne peuvent pas ne pas faire ce que l'objet leur dit de faire. Cela s'appelle le comportement d'utilisation d'objet. Donc voilà comment le monde se présente et je dirais que dans ce domaine, vous êtes dans le monde prévisible. Vous êtes dans le monde que vous comprenez, que vous connaissez. Et que si vous vous heurtez à un obstacle, ou si vous êtes en dehors de ce domaine, vous êtes dans l'inconnu, vous êtes en territoire inconnu. Dans le monde mythologique, dans le monde pour l'action, vous pouvez conceptualiser le monde comme une scène pour l'action. Et voilà une citation de Shakespeare qui résume cela assez bien. Le monde entier est une scène, et tous les hommes et les femmes sont des acteurs. Ils ont leurs sorties et leurs entrées, et un homme pendant son temps de scène peut jouer plusieurs rôles. Et vous pourriez dire, est-ce cela vraiment vrai? Et la réponse à cette question est, bien cela dépend de ce que vous entendez par vrai. Et cela est vraiment la réponse, car il existe différentes manières de définir ce qui est vrai. Alors, et il n'est pas évident qu'il n'y ait qu'une façon de définir ce qui est vrai, qui soit appropriée. Vous savez, la définition de la vérité pourrait être plus comme un outil. Et vous savez, nous sommes des créatures utilisant des outils, et vraiment ce que nous essayons de faire avec nos conceptions de la vérité est d'avancer avec succès dans le monde. Donc même la science est subordonnée, en tout cas devrait être subordonnée, à notre utilisation dans le monde comme un outil, parce que si ce n'est pas un outil utile, que faisons-nous avec? Simplement générer une technologie qui pourrait détruire le monde? Cela semble être une mauvaise idée. Alors, donc je pense que de voir le monde comme présentant des outils est en fait le type de vérité fondamentale, et je pense que c'est une idée darwinienne aussi, que nos idées sur le monde ont évolué selon un processus darwinien, et qu'il est approprié pour nous de considérer que les choses les plus réelles sont celles qui assurent de manière fiable la continuation de notre vie et la probabilité de notre propagation. Et si vous êtes un vrai darwinien, je ne pense pas qu'il y ait un moyen d'aller contre cette argumentation. Et cela ne va absolument pas de soi que de voir le monde comme présentant juste des objets
et la façon dont notre cerveau fonctionne. En fait, je ne pense pas que ce soit la façon dont cela fonctionne du tout, et je pense que c'est pourquoi nous sommes tellement avides de récits et d'histoires. N'est-ce pas? C'est un mystère, vous savez. Vous ne feriez pas la queue pendant 2 heures pour aller voir une conférence ou un cours, mais vous la feriez, peut-être même que vous camperez du jour au lendemain si votre imagination mythologique a été saisie par Star Wars pour Dieu seul sait quelle raison. Et vous savez, c'est une source de mythologie. C'est la mythologie de la personne moderne, et cela comble un vide. Et c'est pourquoi les gens font cela. Donc pour moi, cela parle de la manière dont notre psyché est construit, et c'est une idée de Carl Jung, c'est l'idée de l'archétype essentiellement, que d'être humain, c'est participer à un certain schéma de régularité comportementale d'être, et que ce schéma comportemental est exprimé par nos actions socialement, aussi individuellement, mais cela fait aussi partie de votre structure, même de votre structure perceptuelle en tant qu'organisme vivant de votre type particulier. Et cela serait le cas, au moins en partie, que le mythe du héros, qui est de partir à l'aventure, là où personne n'est jamais allé avant, de faire face aux terreurs de l'inconnu, de récupérer quelque chose de valeur et de revenir victorieux, est l'histoire centrale de l'humanité. Ce n'est pas la seule histoire centrale, mais c'est là-haut dans le top 3. Et beaucoup de drames dans lesquels vous êtes si engagés sont des variations de ces histoires. Et vous les regardez encore et encore et encore parce que vous essayez d'apprendre comment faire cela, parce que c'est ce que vous devez faire pour vivre.